derrière des bases fiscales, donc un produit, il y a des potentiels fiscaux. Alors, quels sont les indicateurs qui sont concernés par la réforme de la taxe d'habitation? Le potentiel fiscal et le potentiel financier. Pourquoi? Parce que le potentiel fiscal et le potentiel financier, c'est pour partie du potentiel fiscal taxe d'habitation. Et donc il disparaît. Comment on règle le problème? Et donc potentiel financier aussi, et ça joue pour les communes, les EPCI. Il y a, alors je reviendrai sur les dotations, vous avez la liste là des dotations qui sont concernées. Liste, moi j'en rajoute toujours une de plus par rapport à ce qui est publié, c'est qu'on oublie toujours que le prélèvement sur la dotation forfaitaire des communes est un prélèvement péréqué en fonction du potentiel. Donc c'est un prélèvement péréqué, dans lequel là aussi il y a une influence de la mesure du potentiel fiscal. Vous avez l'effort fiscal. Alors pourquoi je l'ai mis à cheval communes et EPCI? Parce que l'effort fiscal, il joue pour les dotations communales, mais il joue pour le FPIC. Et sa définition, c'est produit fiscal TH sur potentiel fiscal TH en partie, puisqu'il y a les autres impôts ménages. Et vous avez là les dotations concernées. Et puis il y a le coefficient d'intégration fiscale, dans lequel il y a le produit de taxe d'habitation des EPCI et des communes. Et qui joue à la fois pour le FPIC, dans la ventilation des contributions et des prélèvements, des contributions et des attributions, il joue pour répartir ça, et il joue dans la DGF intercommunale. Le CIF, c'est simple à régler. Voilà, au moins, ça, ce sera fait. C'est simple à régler, pourquoi? Parce que le CIF, en voilà la définition, ici j'ai produit de TH, là j'ai produit de TH, je remplace mon produit de TH par produit de TVA de l'EPCI. D'accord? Et en dénominateur, je prends produit de TVA de l'EPCI plus produit de foncier bâti élargi. C'est quoi? C'est y compris la part départementale. Mais attention, elle peut être abondée ou complétée. Donc il faut prendre les abondements et les compléments pour calculer correctement le CIF. Donc pour les prendre, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les publier. Donc si on veut traiter le coefficient d'intégration fiscale dans la même définition qu'aujourd'hui, il faut avoir chaque année le montant des prélèvements et des compléments. Or, ces prélèvements et ces compléments qui vont être communaux vont varier dans chacune des communes de l'EPCI en fonction de la croissance des bases de foncier de la commune et pas de l'EPCI. Et donc, il faut connaître le système. Et donc, il faut en avoir notification. C'est pour ça que, pour notre part, si on veut résoudre les problèmes, il faudra de la transparence. Mais le CIF, facile à régler. Le potentiel fiscal, on peut imaginer 3 scénarios. Premier scénario, c'est on fait comme on a fait pour la réforme de l'ATP. N'importe quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On ne s'embête pas. On dit, j'avais un potentiel... À l'époque, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, j'avais un potentiel fiscal TP. J'ai un potentiel fiscal cotisation foncière des entreprises, et puis j'ai des produits. Les produits sont le potentiel. Mais attention, les produits, y compris la desserte TP, incluent l'effet taux local. Et c'est pour ça qu'on a connu des variations de potentiel fiscal dans la réforme de l'ATP, parce qu'on a remplacé un potentiel par un produit. Le produit de CVAE, il était le même pour tout le monde, il avait le même taux. Mais selon le produit de CVAE que j'avais sur mon territoire, ma desserte TP était plus ou moins grande. Et ma desserte TP, c'était calculé à taux local et pas à taux national. On n'a pas potentialisé les nouvelles recettes. Il est possible qu'on fasse la même bêtise pour la réforme de la TH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon potentiel fiscal de la commune, il devient du potentiel fiscal de foncier bâti. Ça marche. Mais on prend ou pas les compléments? On va dire oui, il faut les prendre. Mais si on les prend, attention, ils sont à taux local, ils ne sont pas à taux moyen national. Donc on crée un effet produit local dans le potentiel comme élément de richesse ou d'atténuation de richesse. Ça ne marche pas. Et pour le PCI, on avait un potentiel fiscal TH, on fait comme on a fait pour la CVAE. On dit c'est le produit de TVA. Ah oui, mais attendez, le produit de TVA que j'ai, il n'est pas proportionnel à mon potentiel fiscal, il est proportionnel à mon produit. Donc mon produit de TVA, il est fort quand j'ai un taux EPCI de TH fort. Et je vais vous prendre un exemple. La métropole de Paris, vous savez ce que c'est son taux de TH? 0. Donc, si on prend le produit de TVA qui ira à la métropole de Paris, potentiel fiscal TH de la métropole de Paris, 0. Aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard. Commencez à comprendre qu'il va y avoir des difficultés. Mais la réforme de l'ATP, c'est ça. Et on va en faire les scénarios. Le deuxième scénario, c'est, on dit, le potentiel fiscal, ça ne veut plus rien dire. On entend ça tous les jours.
Donc, ça veut tellement plus rien dire que c'est l'occasion de lui tordre le cou et on va remplacer le potentiel fiscal par le revenu des habitants comme indicateur de péréquation. Ce qui se passe de plus en plus, en proportion dans certaines dotations. Je pense à la DSU. Donc, on dit, ben voilà, on y va. Attention, si on fait ça, la péréquation change de nature. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la péréquation est une péréquation entre moyens budgétaires intrinsèques des communes ou des EPCI. C'est-à-dire quel est mon potentiel de ressources, pas quelles sont mes ressources. Mais c'est bien lié. Par exemple, je peux avoir des territoires d'habitants pauvres avec beaucoup de ressources locales parce que j'ai une centrale nucléaire, par exemple. Aujourd'hui, la péréquation s'appuie sur l'existence de la centrale nucléaire. Si demain on prend comme critère le revenu des habitants, il n'y a pas beaucoup de patrons du CAC 40 qui vivent sous une centrale nucléaire. Donc le revenu des habitants n'est pas très élevé. Donc on va faire une péréquation qui sera plus fonction des moyens budgétaires, mais de la capacité contributrice des habitants. Là, ça devient totalement paradoxal. Parce que si on fait une péréquation sur la capacité contributrice des habitants, alors qu'on supprime l'impôt universel sur les habitants, ça devient un peu paradoxal. Mais je pense que la tentation existe. Et là, si on fait ça, l'effort fiscal, on ne sait plus le calculer, puisque j'ai plus de potentiel. L'effort fiscal, c'est produit ménage sur potentiel. Si j'ai plus de potentiel, j'ai plus d'effort fiscal. Dernière solution, on a essayé d'imaginer, parallélisme des formes. On a corrigé les produits pour que le foncier bâti du département, je raisonne sur les communes, soit équivalent au produit de TH perdu. On a calculé une TVA pour les EPCI équivalente au produit de TH perdu. Mes richesses n'ont pas changé. Donc, il faut que je me débrouille pour calculer un coefficient de correction du potentiel fiscal qui neutralise dans le potentiel fiscal les effets de la réforme, comme ça a été fait dans le produit. Et à partir de là, ça peut fonctionner et on arrivera à avoir un coefficient correcteur du potentiel et donc à pouvoir calculer un effort fiscal. Et on va prendre des exemples. Alors, scénario réforme de l'ATP, si on prend les EPCI, par exemple pour les métropoles, toutes les métropoles deviennent plus riches. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le potentiel fiscal des métropoles sur la taxe d'habitation est calculé avec le taux moyen national de taxe d'habitation. Donc Paris a un potentiel fiscal de taxe d'habitation. Je vais vous le montrer dans un instant. Mais Paris n'a pas de produit. Pardon, la métropole du Grand Paris. Si on prend le produit de TVA, la métropole n'en aura pas. C'est la ville qui l'aura. Donc les autres vont avoir un produit qui est plus fort que le potentiel. Pourquoi ? Parce que leur taux des autres grandes métropoles est plus élevé que le taux moyen national, puisque ce n'est pas la métropole de Paris qui baisse le taux. Eh bien, si on fait la méthode réforme TP, les métropoles se retrouvent toutes potentiellement plus riches, et d'autant plus riches, vous l'avez compris, que leur propre taux de taxe d'habitation actuel est élevé. Parce que plus il est élevé, plus ça va expliquer qu'elles aient un produit de TVA important. Si ce produit de TVA devient du potentiel, eh bien, on le surbook, ce qui explique que ce soit Toulouse, Arras et Nancy qui se retrouveraient massivement pénalisés par une mesure où on prendrait en réalité le produit de taxe d'habitation à la place du potentiel fiscal de taxe d'habitation. Comprenez que ce scénario, on transpose ce qui a été fait dans le cadre de la réforme de l'ATP, ne nous convient pas. Que donnerait le scénario revenu par habitant? Alors vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe. Pour les EPCI, voilà aujourd'hui la carte de France des potentiels fiscaux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est de positionner par rapport à 50% au-dessus de la moyenne, entre 25 et 50%. Donc on n'est pas dans un effectif constant, mais ça permet de mesurer l'amplitude de l'inégalité. C'est-à-dire que ce qui est en rouge, ce sont les territoires les plus pauvres en potentiel fiscal. Ce qui est en vert soutenu, c'est les territoires les plus riches en potentiel fiscal. Si on prend le revenu et qu'on garde la même échelle, c'est-à-dire qui est 50% au-dessus de la moyenne, qui est entre 25 et 50%, si on retrouve la même carte, ça veut dire que les deux indicateurs conduisent à la même intensité de péréquation. Si on ne retrouve pas la même carte, soit c'est amplifié, et ça veut dire que la péréquation sera plus importante vers des extrêmes, soit c'est atténué. Alors vous connaissez la réponse. C'est fortement atténué. L'inégalité de revenus des habitants est beaucoup plus faible que l'inégalité des potentiels fiscaux. Donc si on prend comme indicateur le revenu imposable, on va atténuer les effets de redistribution. Alors on peut considérer que c'est juste. Ça pose la question de savoir est-ce que l'indicateur de péréquation, c'est l'habitant ou le territoire, qui n'est pas toujours la même chose.
Mais si on prend le revenu, les indicateurs et donc les résultats en termes de répartition de dotation seront beaucoup moins polarisés qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est une question qu'on peut admettre techniquement, mais qui mérite un débat politique, ce n'est pas qu'un débat d'indicateurs. Alors, par exemple, si on prend les grandes villes, ben, vous voyez, sur les grandes villes, vous prenez la ville du Havre, on n'a rien contre le Havre, hein. Pardon, c'est la métropole, hein, les grandes villes, on verra tout à l'heure. La métropole du Havre a un potentiel fiscal, ce qui explique les résultats, 20% au-dessus de la moyenne des métropoles. 20% au-dessus. Pourquoi? Base industrielle. Le revenu des habitants est à peu près 8% en dessous. Dans un système de péréquation, vous prenez le potentiel fiscal, potentiellement la métropole du Havre est contributeur. Vous prenez le revenu, elle est bénéficiaire. Regardez Montpellier. Potentiel fiscal 40% inférieur à la moyenne nationale des métropoles. Et c'est aussi l'effet résidence secondaire hein, dans la population DGF. Mais revenu des habitants, 15% au-dessus de la moyenne. D'accord ? Donc cet effet n'est pas du tout neutre. Et pour être tranquille, pour le Grand Paris, hein, il vaut mieux le potentiel fiscal que le revenu. Pourquoi ? Parce que le Grand Paris a une structure de population quand même relativement diverse et son potentiel fiscal est 20% au-dessus de la moyenne, mais les revenus de ses habitants, eux, sont 40% au-dessus de la moyenne. Donc pour la métropole du Grand Paris, il y a intérêt à un potentiel fiscal et pas au revenu, contrairement à ce que parfois on pense. Pour les communes, c'est différent. Regardez dans les communautés d'agglomération, ça déplace tout. Ça déplace tout. Parce que si les deux indicateurs étaient homogènes, tout le monde serait aligné sur cette oblique. Hein, j'aurais le même écart dans les deux. Or, ça déplace tout. Vous prenez la communauté d'agglomération de Saint-Germain, potentiel fiscal plus 20%, revenu plus 60%. Le Hainaut, hein, potentiel fiscal plus 70%, revenu moins 25%. Hein, et on a ça, vous voyez, sur les communautés de communes à FPU, communautés à fiscalité additionnelle. Quand on regarde pour les communes, voilà les communes de plus de 10 000 habitants. Hein, vous voyez, plutôt, potentiel fiscal 3 fois supérieur à la moyenne, mais des habitants n'ont revenu que 50% au-dessus de la moyenne. Par contre, Neuilly, c'est l'inverse. Neuilly, les habitants, 300% au-dessus de la moyenne, enfin, 3 fois la moyenne, 4 fois la moyenne. Hein. Par contre, le potentiel fiscal, que 50%. Et vous voyez que dans les communes, on a des trajectoires très, très, très différenciées. Pourquoi ? Parce qu'il y a des communes hyper industrielles, qui ont donc des très gros potentiels fiscaux économiques et des revenus d'habitants faibles. Quelle est la solution que l'on propose ? Sur lequel on a travaillé. C'est la solution du scénario d'un coefficient de correction du potentiel fiscal. Si on prend les EPCI, il y avait un produit de TH. Ce produit de TH donnait aujourd'hui un potentiel qui n'est pas le même. Pensez au cas du Grand Paris, produit de TH 0, mais il y a un potentiel. Eh bien, le produit de TH supprimé donnait donc un potentiel. Eh bien, il suffit de faire un coefficient de correction du produit de TVA pour avoir un potentiel TFA. Et ce coefficient de correction, il est très facile à calculer. C'est le potentiel fiscal 2020 divisé par le produit TH 2019. Si mon produit de TVA est supérieur à mon potentiel TH, eh bien, je vais avoir un coefficient de correction qui va réduire mon produit de TVA pour le ramener à mon potentiel TH. Et si mon produit de TVA est inférieur à mon potentiel TH, ce sera l'inverse. Alors, ce n'est pas le même coefficient de correction que tout à l'heure, parce qu'on élimine les taux locaux. Ensuite, et dans la dynamique, eh bien, dans la dynamique, il est logique que le supplément de produit de TVA ne soit plus corrigé, parce que le supplément de produit de TVA pour chaque PCI sera bien un supplément de potentiel. D'accord ? Puisque chaque PCI, là on a une recette à taux national, ce sera un supplément de potentiel. Et donc à Toulouse Métropole, aujourd'hui le potentiel TH c'est 80 millions, mais comme les taux sont importants, le produit de TVA pourrait être de 188 millions. Le coefficient de correction, c'est de dire mes 188 millions représentent 80 millions de potentiel TH, donc je vais corriger de 42% mes 188 millions. Et ça fonctionne. Et à Rennes, on a 42 millions de potentiel, on a 96 millions possibles de produits de TVA, le coefficient de correction est à 43,99. Et on peut faire encore plus simple, parce que ça revient à dire quoi ? Eh bien, ça revient à dire que pour les EPCI, le potentiel fiscal correspondant à la fraction de TH, c'est quoi ? Eh bien, c'est le potentiel fiscal TH indexé comme la croissance du produit de TVA. Et on a un strict parallélisme et tout fonctionne de manière très simple. Voilà. Et donc, vous avez les éléments. Ça revient à dire que
le potentiel fiscal de chaque année, c'est le potentiel fiscal 2020, plus la variation cumulée du produit de TVA sur le PCI par rapport à l'année de référence. Le cas des communes, même principe. En 2020, l'année de référence, on m'affecte le produit de taxe foncière du département en lieu et place de la commune, du produit de taxe d'habitation, pardon. Ce produit est plus fort, donc je vais être prélevé. Hop. Voilà. Mais ce produit-là, de foncier bâti du département, correspondait à un potentiel fiscal du département. D'accord ? Eh bien, ce potentiel fiscal du département, je pourrais avoir des calculs extrêmement sophistiqués en disant je vais potentialiser la partie qui est prélevée. Tout à l'heure, je vous ai dit on transfère le potentiel, donc je la potentialise pour calculer un potentiel fiscal net. Mais non, qu'est-ce que je veux ? Je veux que l'année de référence, mon potentiel fiscal effectif de foncier bâti, qui correspond là à la partie du potentiel fiscal du département sur le territoire de la commune au titre du foncier, soit égal au potentiel fiscal TH sur la commune. C'est ça que je veux. Eh bien, c'est un coefficient de correction. Il faut que ça, qui est le potentiel fiscal foncier bâti, qu'on va calculer avec les bases et le taux moyen national, eh bien, il y a un coefficient de correction qui le ramène la première année à ça. Voilà. Et c'est simple. Et ce coefficient de correction, par contre, lui, il faut l'appliquer chaque année. Pourquoi ? Parce que la croissance de mon potentiel fiscal, je suis une commune prélevée, va accroître le prélèvement. Donc la croissance du potentiel fiscal sur mon territoire ne va pas me bénéficier en totalité, puisqu'une partie va être prélevée au titre de l'indexation du prélèvement. Eh bien, la solution, elle devient très simple, c'est d'appliquer au potentiel fiscal brut, qu'on sait très facilement calculer, puisque le taux moyen des départements, c'est 16,45%, et les bases, on les a. Donc on sait calculer le potentiel fiscal ajouté, corriger pour le ramener la première année, ça donne un coefficient de correction stable, et ce coefficient de correction, eh bien, on l'applique chaque année au calcul du potentiel fiscal brut.